Salut l'équipe, nouveau type un petit peu de vidéo, en fait c'est assez simple. Je choisis des thèmes, donc des joueurs et des équipes dont j'ai envie de parler, que ce soit par rapport à l'actualité, que ce soit par rapport à des questions que vous me posez parfois sur les réseaux sociaux, etc. Je prépare pas vraiment de texte à l'avance, etc. Je sélectionne, je prépare des slides et je réagis un petit peu comme ça en direct, je dis ce que j'en pense. J'avais envie de donner un petit peu plus mon avis, je trouve ça sympa. Après, bah voilà, vous me connaissez un peu. C'est pas sur ma chaîne que vous trouverez des avis polémiques. Voilà, on va pas défrayer la chronique, etc. Je vais essayer de rester fidèle à moi-même, essayer d'être assez objectif, mesuré, nuancé. Mais voilà, j'avais envie quand même de pouvoir développer des avis sur certains joueurs, équipes, etc. en fonction de ce que je peux lire, voir ou entendre. On va parler en premier lieu de Ryan Cherky. Donc, je vous ai fait son petit profil statistique pour l'occasion. Vous le voyez, il ressort comme meneur excentré dans mes données, dans mon algorithme. Donc, c'est le joueur clairement à la Cole Palmer, par exemple, ce genre d'ailier qui se réaxe et du coup qui peut être très utile aussi en meneur offensif. Vous le voyez, Cherki, il n'y a pas vraiment de surprise, très créatif, il ressort bien à ce niveau-là et il ressort moins dans le dernier geste, dans la finition. C'est 3 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière, il me semble. Le déchet et l'activité défensive sont pas mal, vous le voyez sur le graphique quand même, ça reste correct, mais en réalité ils sont moins bons quand il est titulaire. C'est aussi parce qu'il est beaucoup rentré en tant que remplaçant, et c'est surtout en tant que remplaçant qu'il a fait de bonnes impressions. Voilà, ça faut se l'avouer. Et en fait, on a pu voir là au cours du mercato, bah Paris dessus. Alors on a vu des rumeurs aussi de Dortmund. Au final, ça a été démenti par Romain Molina, il me semble, qui a dit que en fait Dortmund n'était pas intéressé, qu'ils avaient carrément même envoyé un mail pour dire à Lyon qu'ils n'étaient pas intéressés. Enfin après ça c'est les jeux de pouvoir, les agents, etc. Bon, vous savez que c'est un petit peu spécial le monde du mercato. Pour la Bundesliga, on entendait pas mal que c'était une bonne destination pour lui parce qu'il y a des espaces, ce qui est pas faux sur ça. Mais par contre, je trouve que c'est quand même un des championnats. Enfin, c'est quand même un championnat avec beaucoup d'intensité. C'est un championnat où ils sont habitués au pressing. S'il y a des espaces, c'est aussi parce que ça presse pas mal, etc. Il y a des lignes hautes. Et je me disais, Cherki, qui n'est pas un très grand contributeur défensif, qui a pas forcément un gros coffre, un gros volume de jeu, je savais pas si la Bundesliga c'était la meilleure destination pour lui. Là, pareil, on entend parler de Fulham ces derniers temps. C'est pareil, là, c'est carrément la première ligue. Donc, c'est la ligue avec le plus d'intensité en Europe. Donc, ouais, assez perplexe sur ce genre de choses. Et pour développer mon avis sur Cherki, parce qu'on a pu me le demander des fois, j'ai même fait une vidéo sur lui. Et c'est un joueur que j'ai beaucoup quand même défendu parce que je pense que j'aimerais quand même toujours, j'ai un petit côté romantique et j'aimerais toujours les joueurs qui sortent des stéréotypes et qui va pas être un clone moderne du foot parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de joueurs un peu qu'on crée comme ça, on les enferme dans des cadres, on peut limiter parfois la créativité, etc. Il y a moins peut-être de joueurs comme ça et donc j'aime bien quand il y a des joueurs qui restent un petit peu comme ça authentiques. Mais pour autant, j'ai la sensation que c'est un petit peu un joueur d'une autre époque. Cherki se serait sûrement éclaté il y a 10-15 ans. Et c'est vrai que on pouvait encore se permettre parfois d'avoir des joueurs qui défendent moins. Le football moderne fait que aujourd'hui on attend beaucoup plus d'intensité des joueurs, beaucoup plus de participation. Et on l'a vu à l'époque du PSG où il y avait Neymar, Mbappé, Messi, etc. Mais aujourd'hui, même un joueur qui ne défend plus dans une équipe, c'est très dur de se le permettre. Alors plusieurs, c'est quand même compliqué. Donc voilà, niveau Bundesliga, Première Ligue, assez mesuré. C'est vrai qu'en fait, Cherki, il était très aimé, très suivi quand il était chez les jeunes. Il y a des vidéos de lui en U13 qu'on fait, je crois, 50 000 vues sur YouTube. Hein, je me suis amusé à regarder. Et en fait, j'ai regardé les vidéos, les compilations, et t'as pas l'impression qu'il a tant changé. Tu vois un peu les défauts et les qualités du Ryan Cherki actuel, et tu comprends aussi, et je l'ai lu et j'ai pu le voir via des témoignages, qu'en fait, comme il était très créatif et très au-dessus pour son âge, on lui donnait pas mal les clés du camion et on axait moins sur la formation tactique. Voilà, on lui prenait pas trop la tête en fait. Il était un petit peu libre, mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, il paye ce retard et qu'on sent ce défaut-là de QI foot. Je pense qu'à tort aujourd'hui, on associe le QI foot au fait de joueurs techniques ou qui vont casser des lignes par la passe, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la gestion des tempos, savoir quand ralentir, quand accélérer, ce que le jeu demande.
la prise de décision, etc. Et parfois, Cherki, il a des coups de génie, mais parfois, Cherki, il prend des décisions vraiment très, très limites, à contresens total du jeu, etc. On a pu le voir surtout quand il était titulaire, parce qu'à la limite, remplaçant, face à des défenses un petit peu fatiguées, bah ouais, sa créativité et son bagage technique vont faire la différence. Et en plus, comme c'est pour renverser des matchs, on va plus lui laisser perdre des ballons, etc. Ce soit moins grave, parce qu'au pire, il faut rattraper un score. Mais quand tu pars titulaire, c'est plus compliqué. Et j'ai vu il y a pas longtemps, je ne sais plus qui, sur Twitter, dire qu'il verrait super bien Cherki en MLS, et c'est pas si faux. Ce serait, je pense, peut-être le championnat idéal pour lui, mais je pense que pour lui ou pour même plein de gens, ce serait vu comme une déception ou un aveu de faiblesse de partir en MLS. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux être une superstar en MLS ou avoir plus de mal dans les 5 premiers championnats et pas y arriver? Écoutez, moi, j'ai pas d'avis défini sur Cherki. Comme je vous dis, j'ai le côté romantique qui aime bien ce genre de joueur créatif. Après, est-ce qu'il a le bagage tactique, technique, physique pour s'adapter au football moderne? Ça, c'est une autre question, donc on verra bien. Au niveau de Manu Koné à présent, donc le milieu français qui évolue à Gladbach en Bundesliga, je trouve intéressant de parler de lui parce qu'il a l'air d'avoir une bonne cote de popularité au niveau des supporters qui regardent pas Gladbach, parce que aussi il fait des belles highlights, c'est un dribbleur, etc. Et récemment, son club, je crois, a annoncé qu'il était potentiellement sur le départ, qu'il pouvait partir en cas de bonne offre. Je crois que l'AC Milan s'est positionné, si je dis pas de bêtises, ça reste à vérifier. Manu Koné, c'est du coup un milieu français, on l'a dit. Il est identifié box to box, même si il boxe plus, comme vous le voyez, dans la surface adverse que dans sa propre surface. Et au niveau de mon avis, en fait, c'est un joueur que j'ai pas mal suivi pendant une période parce qu'il était dans ma fameuse liste des joueurs à suivre que je me mets en début de saison, etc., dans mon petit carnet. J'ai eu du mal à être convaincu par lui. J'ai un peu le sentiment que Manu Koné, que ce soit au fil de la saison ou dans un même match, si tu allumes ta télé à deux moments différents, tu peux le voir faire une super performance et une autre très anecdotique ou décevante. Voilà, je pense que j'ai du mal à le trouver un petit peu constant dans le meilleur niveau, parce que quand il est à son meilleur niveau, je le trouve très bon, et je pense que cette saison, il a plus été bon que moyen ou mauvais. Mais à la fois, je pense qu'il peut encore gagner en régularité, qu'il peut avoir des trous d'air. Par exemple, le bon exemple, c'est les JO avec Thierry Henry. Dans l'équipe de France, au sein de l'équipe de France, c'est le joueur, je crois, qui récupère le plus de ballons. Il casse beaucoup de lignes par la passe, par la course, etc. Il apporte beaucoup. Mais c'est aussi l'un des joueurs avec le plus de pertes dangereuses. Par exemple, il y a un moment, il perd un ballon et on prend un but juste derrière, ou que ça donne des occasions à l'adversaire, ou que pendant 10-15 minutes, il va être vraiment moins bon, alors qu'il était en train de briller sur le terrain. Donc voilà, c'est l'avis que je m'en suis fait moi de ce que j'ai pu voir de lui, que ce soit au JO, mais quand je l'ai suivi. C'est-à-dire que voilà, j'étais pas pleinement convaincu. Parfois, je m'emballais un peu, je me disais, ouais, là, il y a un bon match ou deux, trois bons matchs, il est fort, etc. Et après, je trouvais qu'il allait faire des performances beaucoup plus anecdotiques ou moyennes. Donc ouais, j'ai hâte de voir s'il va réussir à prendre en régularité, en constance, à se développer. Donc on verra si un club va le chercher, un club de plus haut standing avec des plus grosses attentes, s'il se mettra au niveau, etc. Les qualités, il les a. Maintenant, j'attends d'être un petit peu plus convaincu par le joueur. Je voulais évoquer aussi le cas de Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, cas un peu spécial, donc le joueur est libre, et c'est pareil, il y a un petit peu la même chose. Plein de gens qui s'étonnent que personne aille dessus, etc. Avec Rabiot, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs réponses. Déjà, Rabiot, c'est vrai qu'il a donné une très bonne impression avec l'équipe de France. C'est vrai qu'avec l'équipe de France, depuis qu'il est revenu dans le groupe, etc., il est souvent très intéressant. Et je pense que du coup, la plupart des gens ne regardent pas la Juve jouer, si c'est pas des supporters de la Juve, et du coup, ils vont juste avoir l'avis Rabiot, équipe de France. Mais c'est un petit peu comme se faire cet avis-là avec Paul Pogba. C'est-à-dire que Paul Pogba, avec l'équipe de France, il était injouable. C'est l'un peut-être des meilleurs joueurs de l'équipe de France moderne. Le gars était vraiment très très fort. Mais pour autant, avec City, pareil, plus inconstant. Il y avait il soufflait un peu le chaud et le froid. Il y avait des hauts et des bas.
Et les supporters de la Juve, par exemple, j'ai parlé avec certains d'entre eux, bah ils étaient pas forcément dégoûtés du départ. Ils trouvaient qu'ils se donnaient pas toujours assez. On le voit là même dans les données sur l'activité défensive. Regardez bien, box to box c'est pareil, mais niveau activité défensive, ouais, en club nonchalant, voilà, et des qualités indéniables, mais parfois un petit manque, voilà, c'est pas forcément se la donner assez, etc. Au-delà de ça, au-delà du sportif, je pense aussi qu'il y a, il y a son salaire qu'il faut gérer. Peut-être qu'en fait, les très grands clubs, ils se disent Rabiot est peut-être trop nonchalant ou parfois pas assez dans le truc pour qu'on le recrute. Et les plus petits clubs, du coup, il y a l'histoire du salaire, etc. Et puis, il y a aussi tout le cadre de son agent, là, les histoires, sa mère, etc., machin. Donc voilà, Adrien Rabiot, il y a tout un tas de raisons qui font que je pense. On verra bien si une équipe va le chercher. Et c'est pas, selon moi, un joueur qui voilà, il pourrait faire de très bons matchs. Rabiot, il peut te sortir de très très bons matchs. Il va te marquer même des fois 10-12 buts par saison, etc. Mais voilà, il a aussi des défauts. Et par exemple, quand on voyait des supporters du PSG parler d'un retour de Rabiot potentiel, enfin dire je serais trop content que Rabiot revienne, etc. Moi, j'étais pas de cet avis-là. Moi, ça me tentait pas forcément dans l'idée, sachant que dans le profil box to box, on a Warren. Là, on commence à avoir des joueurs sympas, jeunes qui vont se développer. Donc, pas forcément moi trop partant pour ça. Mais ouais, voilà pour le cas Rabiot, voilà mon avis. Je voulais finir les joueurs avec Eli Wahi. Donc il a un petit peu raté son match contre Reims. Il s'est créé beaucoup d'occasions, mais il les a manquées, surtout les deux que vous voyez ici, des très très grosses occasions à bout portant. Il a été sifflé à sa sortie. Donc peut-être aussi surtout pour les déclarations fameuse interview, il disait qu'il porterait jamais le maillot de l'OM, il me semble, etc. Donc, je sais pas s'il y a de ça plus les occasions manquées, etc. S'il y a les occasions manquées qui rentrent dans le jeu, je sais pas s'il va falloir continuer à trop le siffler, parce que j'ai pas trop l'impression que c'est un joueur qui vit bien ce genre de choses et que ça peut rebooster, comme ça aurait pu être le cas d'un Ronaldo. Parce que là, en fait, à l'heure actuelle, Wai est dans du coup les joueurs avec le plus de grosses occasions manquées en Ligue 1. Voilà, on se dit c'est pas grave, au moins il sait se créer des occasions et quand ça va rentrer, ça va être positif, quand il va les mettre, ça va y aller. Mais le truc, c'est que la saison dernière, vous le voyez là, les Lensois se disaient ça aussi. J'ai parlé avec des Lensois et même chose, ils me disaient, ouais, il se créait beaucoup d'occasions, mais en fait, il en a raté énormément. Vous le voyez, 22 manqués pour 9 buts, je crois qu'il avait marqué. Donc, ouais. Il est dans une passe pas terrible. Je crois qu'il y avait eu justement aussi un peu des tensions avec les supporters lensois. Je sais plus si c'était fait siffler, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qui marche trop sur lui pour le rebooster. Donc à voir comment ça va mentalement, s'il retrouve la confiance, parce qu'effectivement, s'il retrouve la confiance, ça peut faire très mal vu comment il arrive à être tout le temps au bon endroit. Wai, c'était un joueur qui était très en avance pour son âge. Quand tu comparais à son âge, les joueurs qui avaient marqué le plus de buts, il était déjà très en avance. Voilà, il est dans une mauvaise passe au niveau de la finition, crise de confiance totale depuis la saison dernière. Voilà, à voir comment ça va se développer. Au niveau des équipes à présent, alors on m'avait demandé en live, là le live que j'ai fait sur YouTube il y a pas longtemps, qui était excellent d'ailleurs, on s'est bien amusé, ce que je pensais de Brest, est-ce qu'ils allaient s'en sortir, est-ce que c'était pas la saison dernière, voilà, une one saison wonder comme on dit, mais ils réussissent et ça marchera plus, ils ont surperformé, et voilà. Alors certes, ils ont un très mauvais départ là, 5-1 et 2-0 de défaite. Ils ont aussi des blessés décisifs, Pierre Lesmelou et Bradley Loco, qui ont été des pièces maîtresses la saison passée de l'équipe. Je dirais pas qu'ils ont été mal payés contre l'OM, mais je dirais pas non plus qu'ils ont été honteux en tout point, à part défensivement, où là c'était l'autoroute à ma vie super dure, de gros espaces. Mais en fait, j'ai envie de repenser justement au fait qu'il n'y avait pas Lesmelou et Loco, et que par exemple Pierre Lesmelou était le milieu qui avait fait réaliser le plus d'actions défensives la saison dernière en Europe. Et quand tu perds ça, forcément défensivement ça joue. Quand tu perds Bradley Loco, qui était aussi l'un des latéraux qui avait le plus d'actions défensives réussies, qui est un joueur qui se projette beaucoup avec ballon, etc. Parfois, deux cadres de l'équipe, deux pièces maîtresses, ça peut changer beaucoup de choses. Il y a eu aussi le penalty manqué, où ils auraient pu revenir au score, peut-être que ça aurait fait la différence, on n'en sait rien. En tout cas, oui, c'est vrai, la saison dernière, ils ont surperformé, notamment grâce à Bizot. Si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo la saison dernière, je crois, pourquoi Brest fait une top saison ou quelque chose comme ça, pour expliquer un peu leur saison. Et j'ai parlé de Bizot notamment, qui, je crois de mémoire, était le gardien qui avait rapporté le plus de points à son équipe. Donc ils ont surperformé beaucoup défensivement, des matchs qu'ils auraient dû perdre, mais grâce à Bizot, ça s'est pas passé comme ça. Donc la troisième place, c'était
plus étaient un petit peu au-dessus de ce qu'ils auraient pu avoir. Voilà, ils auraient pu être dans le 6-7e place, etc. Vous le voyez. Mais par contre, à contrario d'équipes qui ont pu des fois dans l'histoire de la Ligue 1 surperformer beaucoup sans avoir grand-chose, je trouve que Brest, ils avaient de très bons principes de jeu. C'est pas comme si tu partais de zéro, que tu n'avais aucune base. Brest, il est très bon dans les duels, c'était la meilleure équipe dans les duels, il est le premier dans les duels au sol et duels aériens. Et ils mettaient une grosse intensité, on le disait dans la vidéo, c'était une équipe avec beaucoup de cœur, etc. Et je pense que quant à ça, c'est déjà bien. Alors oui, peut-être que c'est dur de s'y remettre une autre saison après, d'y croire encore. Là, ils vont avoir la Ligue des Champions, etc. Mais je tempère quand même à voir quand l'effectif sera au complet, quand ils vont récupérer les cadres. On pourra se faire un avis plus pertinent à ce moment-là. Au niveau de Paris du PSG, je voulais en parler un peu parce qu'ils gagnent du coup leurs 2 premiers matchs, 4-1 et 6-0. Voilà, tous les joueurs qui se régalent. Barcola, des super buts, Neves, adaptation express. Et pour revenir avec ce que j'avais déjà dit sur Twitter il y a longtemps, et j'en ai reparlé là récemment, mais que j'étais pas du tout d'accord, moi, déjà à l'époque, avec le Mbappé s'en va, qui va marquer 45 buts. Heureusement que t'es pas condamné à avoir un seul joueur qui marque 45 buts par saison pour remporter des matchs, pour faire des top saisons. Arsenal, ils ont marqué 91 buts en première ligue la saison dernière, sans avoir un gros joueur qui va marquer énormément de buts. Manchester City, 2021-2022, 99 buts en première ligue. Leur meilleur buteur dans la compétition, c'était De Bruyne, avec 15 buts. Il jouait 109. Gabriel Jesus, il jouait ailier droit de mémoire. Et t'as Chelsea qui remporte la Ligue des Champions en 2020-2021. Leur meilleur buteur, c'est qui dans la compétition? C'est Olivier Giroud, 6 buts. Donc voilà, dire que t'es condamné, non. Si tu dépends pas d'un seul joueur pour marquer, si t'as pas un seul mec qui met 45 buts par saison, dire que t'es condamné, c'est ridicule. La saison dernière, Vinicius, il met 24 buts la saison dernière en club, avec le Real. Il y a 16 joueurs qui font mieux en Europe. 16 joueurs qui marquent plus que Vinicius Junior. Mbappé et Kane, ils en marquent 44, presque le double. Mais qui c'est qui a gagné la LDC? Puis bon, ils ont gagné la Liga aussi. Mais qui c'est qui a gagné la Ligue des Champions? Donc parfois, moins de buts, mais plus de buts importants, ça fait aussi la différence. Et puis, je trouve que avoir plus de joueurs qui marquent, c'est aussi être plus imprévisible. Donc voilà, on va pas s'emballer pour les 2 premiers matchs du PSG, mais on va pas non plus tomber dans le catastrophisme qu'il y avait la saison dernière avec le départ d'Mbappé. Et j'espère aussi que même si ça marche moins cette saison, imaginons qu'il fasse de moins bonnes choses que la saison dernière, on va dire dans les trophées, plutôt dans les résultats, mais qu'on voit des super choses dans le jeu, qu'on voit que ça évolue positivement. Mais j'espère de tout cœur qu'on va laisser le temps à Luis Enrique, comme Arsenal le fait avec Arteta. Arteta, je crois qu'il est là-bas depuis 2019. Il a quoi? Il a une coupe nationale et il a 2 Community Shield qui en fait est un seul match, quoi. C'est comme le trophée des champions. Donc, enfin, c'est pas que ça compte pas vraiment, mais c'est pas des trophées très estimés même pour les clubs en eux-mêmes. Arsenal, il y a même eu des doutes il y a pas trop longtemps avec Arteta, etc. Mais on voit des super choses. Puis dans leur championnat, ils ont un monstre contre eux. Mais voilà, ils montrent des top choses et je suis trop content qu'ils laissent un petit peu de temps à Arteta, qu'ils le laissent développer son jeu comme ça. Je vois pas comment tu peux faire beaucoup mieux en plus. Donc ouais, franchement, Luis Enrique saison 2 au Paris Saint-Germain. On sera là pour voir ça. On termine rapidement du côté de l'Italie, du côté de la Serie A. On va aller à Milan. Alors j'ai vu AC Milan. J'ai vu des supporters énervés des 2 défaites et remettre déjà Fonseca en question. En réalité, ils ont sous-performé dans les 2 surfaces. Si on regarde le classement aux expected points, ils sont 7e, je crois, et pas 14e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ils auraient pu, avec les occasions qui se sont procurées, marquer plus de buts. Ils ont sous-performé et ils auraient peut-être dû en encaisser moins aussi. Donc voilà, il faut prendre ce recul-là. On est beaucoup dans la culture du résultat quand on est un supporter. J'en ai déjà parlé pour plein d'équipes. Chelsea la saison dernière qui sous-performait, les supporters pensaient que l'équipe faisait rien, alors que si, c'est juste qu'ils marquaient pas, alors qu'ils avaient énormément d'occasions. Le Barça, c'était la même chose. Donc voilà, essayez de prendre du recul là-dessus. Quand on regarde sur les grosses occasions, donc le volume de grosses occasions qui sont procurées. Donc attention, un but, ça n'est pas une grosse occasion nécessairement. Un but à 30 mètres, c'est pas facile à marquer, c'est pas une grosse occasion. Là, c'est les occasions claires. Donc les occasions claires, un coach fait en sorte que tu te crées des occasions claires de but. Tactiquement, il doit faire en sorte de créer des schémas de jeu qui t'amènent à ça. Et Milan, ils sont 4e en Serie A. Alors que pour le coup, on va passer au sujet suivant, mais la Juve, ils sont 10e. Ils se sont créés que 4
grosse opportunité de but. Donc, en essence même de tactique, la tactique de jeu n'a pas permis de se procurer beaucoup de vraies opportunités. Et pourtant, de l'autre côté, les résultats sont bons. Donc, c'est le Mota Ball. Alors, le jeu est beau, hein, mais c'est le Mota Ball. C'est super emballant offensivement parce qu'en fait, il gagne 2 matchs 3-0. Mais il gagne 2 matchs 3-0 parce qu'en fait, il y a des joueurs qui ont su marquer des buts pas faciles sur des exploits individuels. Des buts, tu refais 1000 fois le match, tu les marques pas ceux-là. Tu les marques pas 1000 fois. Et ce qui va être important sur le long terme, c'est de développer des schémas de jeu qui peuvent te faire créer des occasions simples. C'est en gros ce que fait Guardiola à City. Lui, ses schémas de jeu visent en gros à développer soit, on va dire, un centre demi-espace à peu près de De Bruyne vers le second poteau là pour Haaland, etc. Soit le fameux centre en retrait de Guardiolien, donc un ailier qui l'amène ou un ailier qui fait la passe à un joueur qui attaque le demi-espace et qui après fait un centre en retrait, parce que centre en retrait pour un joueur face au but, c'est super facile à marquer. Et du coup, à voir au niveau de la Juve si comment ça va se passer là-dessus. C'est voilà, la tactique a pas forcément amené beaucoup d'occasions significatives. C'est surtout les joueurs qui ont marqué des très beaux buts. Les résultats suivent, donc les supporters sont contents et il y a de quoi, parce que pour le coup ils sont très solides défensivement. Je les ai trouvés très bons défensivement, etc. Beaucoup très rassurants et le jeu est sympa. L'effectif est emballant. Mbagula, Yildiz, voilà aussi qui est dans le rôle créatif. Donc voilà, à voir eux s'ils vont continuer à surperformer offensivement ou s'ils vont arriver à trouver des schémas, répéter des schémas de jeu, des choses qui leur font créer des grosses situations, parce que c'est très dur toute une saison de tenir des buts hors surface, des reprises de volée, etc. Faut que les joueurs soient très en forme pour tenir ça sur toute une saison. Donc voilà, très solide défensivement, offensivement très emballant parce que les joueurs sont forts, mais j'attends d'en voir un petit peu plus sur la création d'occasions pures et strictes. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format-là où voilà, je parle un peu sans préparation, je réagis à de l'actualité, des choses que j'ai pu voir ici et là. N'hésitez pas voilà, à me parler de choses des fois, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux, parce que ça me donnera sûrement l'idée, des idées pour reparler d'autres thèmes. Et c'est, je pense, un format de vidéo que je vais continuer avec plaisir. Donc voilà, je vous laisse. Je vais préparer le dernier tour mercato. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt l'équipe.